Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. Grand Magal de Touba, les fidèles mourides célèbrent le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Une journée de réjouissance, de prière, de recueillement et de bernets. Malgré la pandémie, les talibés effectuent les ziyaras dans le respect des mesures barrières. Et pour les besoins du Magal en bétail, près de 3153 bovins et 8345 ovins ont été recensés par le service régional de l'élevage qui contrôle avant et après abattage. Pendant ce temps, à Dakar, le commerce est au ralenti. Les rues sont dessertes au grand bonheur des automobilistes qui roulent sans embouteillage. Les enseignants du supérieur apportent leur soutien au juge Souleymane Teliko. Le Sud-Est, syndicat unitaire et démocrate des enseignants du Sénégal, condamne les agissements du garde des Sceaux dans ce dossier et demande au chef de l'État de désavouer ce dernier. Voilà pour les titres. Et à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Le Grand Magal de Touba célébrait ce mardi une journée de réjouissance, de prière et recueillement. Les fidèles mourides dans la cité religieuse par milliers célèbrent le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ferveur et foi entre lecture du Saint-Coran, Hassida et Bernet. Malgré la pandémie, les talibés effectuent les ziyaras dans le respect des mesures barrières. Amadou Moustapha Dia. Le Magal de Touba bat son plein ici. Tous les chemins mènent à la Sainte Mosquée. Plusieurs pèlerins ont choisi d'effectuer la prière de l'aube dans l'enceinte de la mosquée, histoire de vivre pleinement ces moments dans la foi et la ferveur mouride. C'est le cas de ces hommes. Oui, j'ai prié à la mosquée et puis j'ai... Le Fadjar quoi? Ouais, j'ai prié le Fadjar. J'ai lu les Khassaïd, j'ai fait les ziyaras. Le récital du Coran, après le petit déjeuner, après les Khassaïd. Les bernadales. Portez votre masque comme les mesures. Oui, c'est normal. C'est le ndigal du Khalif. Tout autour de la mosquée, ce sont des va-et-vient incessants, la navette des talibés qui entrent et sortent de la mosquée. Dans les concessions, l'on s'affaire autour des bœufs, des chameaux et autres moutons déjà immolés pour les besoins des bernés qui représentent le secret du Magal. Et bientôt, des cuisines sortiront les 1001 mets pour les copieux déjeuners des pèlerins venus de tous les coins du pays. En attendant, ce sont les récitals du Saint-Coran et les déclamations de Khassaïd qui vont rythmer la journée des pèlerins. Ces pèlerins qui ne viennent pas seulement du Sénégal, mais de toute la sous-région. Ce groupe de talibés de Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimul Akhlaq vient de la Gambie. Malgré la fermeture de la frontière à cause de la Covid, ils ont tenu à effectuer le déplacement. Oui, je viens de la Gambie avec mes compatriotes. Le Magal se passe bien, mais nous avons des difficultés pour traverser la frontière. Beaucoup de Gambiens ne sont pas venus à cause de la maladie. Vous voyez, j'ai mon gel et aussi je porte mon masque. Mais malgré cela, nous sommes venus quand même pour le Magal. Et nous sollicitons de nos guides religieux pour qu'ils interviennent auprès du président Adama Barrow. waaw Gambie dañoo tëj frontière bi. ñaan tamit ñun suñ kilifa yi. mooy sëñ Abdou Karim. bu mu nee yónnee message suñ président bi mu ñaanal ñu ko ndax mu ñun buñ delloo buñ ci mën a am yeneen sikki saaka. Amadou Moustapha Dieng, Touba, pour la radio Sud FM. Amadou Moustapha Dieng, des chameaux, des bœufs et moutons par milliers pour les besoins du Grand Magal. Près de 3153 bovins, 8345 ovins recensés dans les différents points de regroupement des animaux. Le service régional de l'élevage contrôle avant et après abattage. Des équipes renforcées sont mises en place. Les précisions du chef du service régional de l'élevage et des productions animales, Dr Mamdiara Ndiaye, avec Adam Ndiaye. Le service régional de l'élevage joue un rôle extrêmement important dans le Magal. Ils font l'inspection des viandes, le contrôle des animaux avant l'abattage et après l'abattage, le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, mais également au niveau des points d'entrée des animaux. Ils font l'inspection des animaux pour déceler donc éventuellement des signes cliniques et essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Pour le Magal, pour cette année, le ministre nous avait envoyé des équipes venant de 3 régions limitrophes de la région de Diourbel. Il s'agit de la région de Fatick, de Louga et de Kaolack.
il y a le dispositif régional qui compte à peu près une vingtaine d'agences et le dispositif venant des autres régions qui sont donc 20 également. 8 de la région de Louga, 6 de Fatick et 6 de Kaolack. On prépare en 7 groupes au niveau des différents points de contrôle d'abattage d'animaux. Ce dispositif est déployé sous forme de groupes de 6 ou 7 au niveau des différents points de regroupement d'animaux, donc plus particulièrement au niveau des domiciles des autorités religieuses. Il y a beaucoup d'abattages et ils font ce qu'on appelle l'inspection antémortem, donc avant d'abattre les animaux, c'est-à-dire ils voient l'état général, les signes cliniques pour éventuellement déceler donc des signes anormaux ou bien des signes liés à la fatigue. Après avoir abattu les animaux, ils font ce qu'on appelle l'inspection post-mortem, donc voir la carcasse, les organes, toujours pour voir les différentes lésions qui vont signaler une pathologie ou bien quelque chose d'anormal. Et les activités économiques ont ralenti ici à Dakar. Beaucoup de personnes ont migré vers Touba. Les rues sont désertes. Seuls quelques marchands ont ouvert leurs cantines au grand bonheur des taximans qui arrivent à travailler sans embouteillage. Aïssatou Guiba. Nous sommes à Sacré-Cœur. Sur les allées, beaucoup de magasins sont fermés. Seuls quelques-uns établis le long des rues travaillent encore. Mais hélas, les clients se font désirer. Mais nous me donnons par rapport à hier aujourd'hui. Non, beaucoup. Il y a une différence. Parce que nous sommes Touba. Actuellement, avec le Magala, c'est très dur. Parce que on est là, il n'y a pas de clients. Il n'y a rien. Le village est tellement vide, il n'y a personne. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Ici, il devient aisé de traverser les rues. Pas d'embouteillage qui perturbe la traversée des piétons. La cause, beaucoup de fidèles ont migré vers la grande ville de Touba, mais au grand bonheur des taximans qui arrivent du coup à exécuter leur travail plus aisément. La rotation se fait alors de manière très rapide. Vite fait quoi. Sud FM. Un nouveau soutien au juge Souleymane Teliko. Le Sud-Est exprime son soutien total au président de l'UMS, appelle tous les citoyens sénégalais à se montrer vigilants face aux attaques portées contre l'indépendance de la justice. Le Sud-Est interpelle le chef de l'État, demande au président Macky Sall de désavouer son ministre de la Justice. Le syndicat condamne en effet les agissements du garde des Sceaux dans ce dossier qui veut punir le président de l'UMS et intimider les autres magistrats. Intolérable, dit le Sud-Est, qui rappelle que l'indépendance de la justice est la condition sine qua non pour le maintien de l'état de droit et la plus sûre protection face à l'arbitraire. Sans état de droit ni indépendance des scientifiques, ni les franchises universitaires, ni les libertés académiques ne sauraient prospérer. Fuite à l'usine du point B de la Sen'Eau au front de terre, panne qui entraîne des perturbations dans la distribution de l'eau dans Dakar. Face à ces dysfonctionnements, le projet Relifting a été lancé sur 3 grands chantiers pour la réfection des services. Les choses reviendront pour la réfection des réservoirs. Plutôt, les choses reviendront à la normale dans la soirée. Josette Kali. La Sen'Eau face à 3 grands chantiers d'une importance capitale pour un règlement des dysfonctionnements connus dans la distribution de l'eau dans Dakar ces derniers jours dû à une fuite dans le circuit. Malik Mbaye, directeur régional de la production Dakar, par ailleurs responsable des ouvrages de production de Thiès à Dakar. 3 chantiers qui sont tous les 3 ultra critiques. On ne peut pas ne pas faire
ces travaux, on peut dire que c'est le cœur du système. Quand cette usine fonctionne correctement, le système fonctionne correctement. Pourquoi cette journée aujourd'hui? Parce que l'importance de ce site fait qu'il y a des situations et des dysfonctionnements que nous ne pouvons pas permettre de laisser perdurer. Nous avons des difficultés à l'isoler, nous avons des difficultés à le sécuriser sur les installations électriques et nous avons une fuite importante que nous n'arrivons pas à traiter dans les règles de l'art sans avoir organisé cette journée, c'est-à-dire d'arrêter le système pendant quelques heures pour pouvoir traiter cet incident correctement. Pour éviter que la situation ne dégénère et que les réservoirs ne soient plus endommagés, le projet relifting a été mis en place. Ce site va être relifté du point B qu'on appelle en route vers le forum. C'est le cœur du système. Il va être relifté. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous, c'est ce qui est un peu en profondeur, ce que vous ne verrez pas quand nous serons là. Et face à cette situation, l'eau se fera rare dans quelques quartiers de la capitale, Malick Mbaye. Nous avons arrêté le système. Donc il n'y a qu'une partie des localités de Rufisque et de la banlieue qui sont alimentées. Mais sinon, Dakar-Ville n'est pas alimentée parce que Dakar-Ville est alimentée à partir de ce site. L'arrêt de ce site entraîne l'arrêt des systèmes de pompage vers les différents réservoirs qui alimentent donc la ville de Dakar. La Sen'Eau promet un rétablissement dans la distribution normale de l'eau d'ici 10 à 12 heures de temps. Josette Kali, journée mondiale de la paralysie cérébrale célébrée ce 6 octobre. La paralysie cérébrale est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Elle touche 17 millions de personnes dans le monde. Pas de statistiques au Sénégal, mais sur 1000 naissances en Afrique, 10 sont touchées. Professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre avec Babacar Samb. Donc la paralysie cérébrale, ce sont des enfants qui présentent un retard posturomoteur. Des enfants qui devaient s'asseoir, qui ne s'assoient pas ou bien qui ne marchent pas alors qu'ils ont l'âge pour le faire. Et cet état est lié souvent à une agression du cerveau, à des lésions du cerveau qui sont survenues précocement, soit durant la grossesse, soit dans les premières années de vie. Il n'y a pas de statistiques officielles du ministère de la Santé sur le sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans notre pratique, que ce soit à l'hôpital d'enfants Albert Royer comme en neurologie, après l'épilepsie, c'est le second motif de consultation des enfants. C'est vous dire que c'est une affection qui est très fréquente dans la population pédiatrique. En Afrique d'une manière générale, les estimations, suivant les pays, varient entre 2 et 10 pour 1000 naissances vivantes. Donc, si vous situez le Sénégal dans cette fourchette, vous avez une idée de la prévalence de cette affection chez nous. Les causes de paralysie cérébrale sont très nombreuses, mais on peut dire que au Sénégal et en Afrique en particulier, il y a 2 principales causes. La première, ce sont les anomalies de la grossesse et de l'accouchement. La deuxième, ce sont les infections du cerveau. Professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre, est l'invité de ce 18h. Situation du Covid-19, 19 nouveaux cas enregistrés, dont 9 issus de la transmission communautaire et 7 importés à l'AIBD. Aucun décès recensé ce mardi. Le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, fait le point. Sur 777 tests réalisés, 19 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,45%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 3 cas contacts suivis par nos services, 7 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Cité Cyprès 1, Kaolack 1, Keur Mbaye Fall 1, Nioro 1, Pikine 1, Richard Toll 1, Saint-Louis 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 66 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 5 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 141 cas ont été déclarés positifs, dont 12 936 guéris, 312 décédés et donc 1892 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International.
Au Mali, la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Mali a été rendue publique ce mardi en fin de matinée. La déclaration est signée du président ghanéen Nana Akufo-Addo, actuellement président en exercice de la CEDEAO, qui dit que prenant en compte les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle, les chefs d'État décident de la levée des sanctions sur le Mali. Concrètement, le trafic aérien va pouvoir reprendre. On pourra de nouveau voyager de Bamako vers les pays de la sous-région et vice-versa. Les flux financiers reprennent également. C'est la fin du blocage économique. Et puis toujours au Mali, premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement de la transition ce mardi à la primature. Les 25 nouveaux ministres avec à leur tête le premier ministre ont tenu cette réunion sur les missions qui attendent le groupe durant les 18 mois que va durer la transition. Sori Ibrahim Mega. Devant les membres de son équipe, Mokhtar Wane rappelle les missions du gouvernement conformément à la charte de la transition. Le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, le redressement de l'État et la création des conditions de base pour sa refondation. Troisièmement, la promotion de la bonne gouvernance. Quatrièmement, la refonte du système éducatif. Cinquièmement, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Sixièmement, le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives. Septièmement, l'organisation des élections générales. Enfin, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Pour ce faire, il invite ses ministres au respect de certains principes. 3 principes directeurs doivent nous guider. L'engagement, la détermination et la solidarité. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. Pour lui, l'ambition de ce groupe doit être la satisfaction des besoins des populations. La deuxième exigence dans notre pratique doit résider dans notre détermination à conduire les réformes voulues par notre peuple, et ce, avec rigueur et humilité. Nous devons, à cet égard, prendre à chaque fois que de besoin des mesures fortes et courageuses en vue d'apporter des réponses durables aux attentes légitimes de nos concitoyens en vue d'un mieux-être partagé et continu. Nous devons, pour cela, privilégier le dialogue et la concertation tout en veillant à la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les nouveaux membres du gouvernement ont tous répondu à cette première rencontre et ont été invités également à une gestion transparente de leurs différents départements. Sori Ibrahim Mega, Bamako pour Sud FM. En Guinée, Cellou Dalein Diallo est en campagne pour la présidentielle du 18 octobre et entame une tournée dans le pays, d'abord en Guinée forestière, puis en Haute-Guinée, avant le Fouta, fief traditionnel de l'UFDG au pouvoir, et la Basse-Guinée, avant de quitter Conakry, la capitale. Cellou Dalein Diallo a accusé son principal rival, le président sortant Alpha Condé, candidat à un 3e mandat, d'avoir divisé les Guinéennes et les Guinéens. Notre nation, je cite, est plongée dans un cycle de violence d'État qui nous endeuille depuis une décennie maintenant. Les crimes d'État commis sous l'actuel régime, l'instrumentalisation de la différence ethnique qui a caractérisé cette gouvernance constitue un véritable obstacle à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre. Il est avec Babacar Samb. Professeur Moustapha Ndiaye, bonjour. Vous êtes neuropédiatre. La journée mondiale de la paralysie cérébrale est célébrée ce mardi 6 octobre. La paralysie cérébrale, justement, qu'est-ce que c'est? Donc la paralysie cérébrale, ce sont des enfants qui présentent un retard posturomoteur. Des enfants qui devaient s'asseoir, qui ne s'assoient pas ou bien qui ne marchent pas alors qu'ils ont l'âge pour le faire. Et cet état est lié souvent à une agression du cerveau, à des lésions du cerveau qui sont survenues précocement, soit durant la grossesse, soit dans les
premières années de vie. Il s'agit donc d'une affection qui touche les enfants. Est-ce qu'on peut avoir une statistique ici au Sénégal, le nombre d'enfants affectés par cette maladie? Il n'y a pas de statistique officielle du ministère de la Santé sur le sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans notre pratique, que ce soit à l'hôpital d'enfants Albert Royer comme en neurologie, après l'épilepsie, c'est le second motif de consultation des enfants. C'est vous dire que c'est une affection qui est très fréquente dans la population pédiatrique. En Afrique d'une manière générale, les estimations, suivant les pays, varient entre 2 et 10 pour 1000 naissances vivantes. Donc, si vous situez le Sénégal dans cette fourchette, vous avez une idée de la prévalence de cette affection chez nous. Alors, qu'en est-il du traitement, de la prise en charge ici au Sénégal? Bien entendu, pour toute affection, il y a une prise en charge. Maintenant, il faut savoir ce que la prise en charge peut offrir à cet enfant et à cette famille. Pour cela, il faut revenir à ce que j'ai dit antérieurement. La paralysie cérébrale est la conséquence de lésions précoces du cerveau. Il se trouve malheureusement que ces lésions précoces perturbent le développement. Ce qui fait que le handicap est souvent définitif. L'enfant, certes, avec une bonne prise en charge, peut faire des progrès. Mais il est souvent difficile, voire quasiment impossible, d'arriver à une restitution intégrale des lésions. Souvent, même s'il y a une amélioration considérable, sur le plan de la motricité, sur le plan de l'autonomie, il y a quand même quelques difficultés, notamment qu'on perçoit un peu plus tard lors des apprentissages scolaires et autres. Alors, quelles sont les principales causes de ces lésions? Oui, en fait, les causes de paralysie cérébrale sont très nombreuses, mais on peut dire que au Sénégal et en Afrique en particulier, il y a deux principales causes. La première, ce sont les anomalies de la grossesse et de l'accouchement. La deuxième, ce sont les infections du cerveau. Lorsque une femme contracte une infection durant la grossesse, ou bien au moment de l'accouchement, ou bien cela peut retentir sur le fœtus et sur l'enfant. Ou bien c'est un enfant qui, dans les 3 premières années de vie, contracte une infection. Ça peut être une méningite, ça peut être un paludisme, ça peut être une autre infection. En tout cas, lorsqu'il y a une infection, il y a agression du cerveau, lésion du cerveau, et ces lésions, malheureusement, vont perturber le développement normal de cet enfant, ce qui fait que les enfants ne vont pas s'asseoir, ils ne vont pas marcher au moment où ils devraient normalement le faire. Donc, il est évident que si on parle de prise en charge, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de la prise en charge, il est évident que la première étape de la prise en charge devrait être une politique de prévention. C'est-à-dire faire une politique de prévention, faire en sorte que les femmes chez nous puissent mener des grossesses et accoucher dans des conditions de sécurité suffisantes pour elles-mêmes et pour leur bébé. Cela passe bien entendu par l'érection de maternités de proximité. Vous imaginez que même à Dakar, au cœur de la capitale, les femmes ont énormément de difficultés pour faire suivre leur grossesse et pour accoucher. À fortiori dans les régions de l'intérieur du pays. Vous imaginez que même à Dakar, il y a un déficit chronique de personnel de santé de soutien, notamment de sages-femmes. Beaucoup de femmes sont assistées par un personnel non communautaire, non qualifié et non motivé, ce qui bien entendu va détenir sur la qualité de la prise en charge, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Donc, si nous voulons parler de prise en charge, il faut d'abord agir en ordre. Les autorités publiques doivent se donner les moyens, faire en sorte qu'un peu partout dans le Sénégal, il y ait un maillage, afin qu'on ait des maternités de proximité, et que ces maternités de proximité soient tenues par des personnels qualifiés, en particulier des sages-femmes. On sait que dans ce pays, ce n'est pas ce qui manque. Il y a des milliers de sages-femmes qui chôment, des milliers d'infirmiers qui chôment. C'est un personnel qui peut être utilisé dans le cadre de cette politique de prévention des l'infirmité motrice cérébrale et la prise cérébrale. Donc c'est là, à ce niveau, qu'il faut agir. Le deuxième niveau, c'est quand les lésions s'installent.
quand il y a paralysie cérébrale, je vous ai dit que la prise en charge est extrêmement difficile, elle est longue. Et la base de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle la rééducation motrice, communément appelée kinésithérapie. Même à Dakar, il n'y a pas suffisamment de services de kinésithérapie. Il n'y en a quasiment que dans les capitales régionales, à l'échelle du pays. Vous imaginez quelqu'un qui habite au fin fond du Fouladou, au fin fond du Djolof, dont son enfant, par exemple, a une paralysie cérébrale, qui doit faire 80 km ou 2 séances de rééducation hebdomadaire pendant plusieurs mois, plusieurs années. Vous imaginez que ce n'est pas possible. Donc, il y a de réelles difficultés lorsque les enfants sont affectés, lorsque l'enfant a une paralysie cérébrale. L'offre de soins est malheureusement très limitée. Professeur Moustapha Ndiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre. Sud FM, chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Relance de l'économie à Sandiara. Le maire au chevet des femmes et des artisans. Un fonds de 100 millions a été distribué aux femmes et jeunes qui s'activent dans le secteur agricole. Ce financement leur permettra de préparer la campagne du melon et d'autres projets. Voici Dr Serigne Gueye Diop, maire de Sandiara, au micro de Moustapha Sall. Nous venons de recevoir un fonds de 100 millions. Destiné à la relance. Il y a 2-3 jours, le chef de l'État parlait de relance à Diamniadio devant un parterre de décideurs sur l'économie nationale. 2 jours après, nous sommes à Sandiara, accompagnés de ces cadres dirigeants pour maintenant commencer effectivement cette relance. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un fonds de 100 millions destiné d'abord aux femmes, une 50aine de millions, pour préparer d'abord la campagne agricole, la campagne de melon, préparer la campagne maraîchère qui va venir, mais préparer également le retour des nouveaux projets, les projets du port sec, les projets du marché de Sandiara, les projets de la zone industrielle, les projets d'HLM. Comme vous le savez, Sandiara se positionne comme un secteur économique vital pour l'économie sénégalaise. L'autre section qui est concernée par ce financement, c'est les artisans de Sandiara. Tout le monde a été impacté par cette Covid. Ce fonds permettra également de relancer leur activité. D'une manière générale, ce fonds va permettre, dans un an, de créer un PIB de l'ordre de 250 à 300 millions, de permettre à l'ensemble des femmes de Sandiara, mais à l'ensemble de notre secteur privé local, de pouvoir travailler, de vaquer à ses occupations. Comme vous le savez, le financement est le facteur limitant de la relance de l'économie. Le financement et la formation. C'est pour ça que je me réjouis de cette triple alliance, mairie de Sandiara, FONGIP et également IMSEC, pour prendre ensemble, pour relever ensemble ce défi. Dans un an, Sandiara va maintenant avoir besoin de financement beaucoup plus important. Nous allons mettre à la disposition de la population, en rapport avec l'IMSEC et le FONGIP, un fonds de 500 millions pour permettre à tous les jeunes, toutes les femmes, tout le secteur privé local de pouvoir bénéficier d'un financement qui lui permettra maintenant de pouvoir développer ses activités. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khady Sène. Le rappel des titres. Grand Magal de Touba, les fidèles mourides célèbrent le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Une journée de réjouissance, de prière, de recueillement et de bernais. Malgré la pandémie, les talibés effectuent les ziyaras dans le respect des mesures barrières. Et pour les besoins du Magal en bétail, près de 3153 bovins, 8345 ovins ont été recensés par le service régional de l'élevage qui contrôle avant et après abattage. Pendant ce temps à Dakar, le commerce est au ralenti. Les rues sont désertes au grand bonheur des automobilistes qui roulent sans embouteillage. Les enseignants du supérieur apportent leur soutien au juge Souleymane Teliko
président de l'UMS. Le Sud-Est, syndicat unitaire et démocrate des enseignants du Sénégal, condamne les agissements du garde des Sceaux dans ce dossier et demande au chef de l'État de désavouer ce dernier. L'actualité internationale et Info Éco ont bouclé cette édition mise en œuvre par Pape Abdoulaye Dièye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Éducation.